Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, l'opposant malien Oumar Mariko, actuellement en exil, s'est rendu clandestinement au Mali où il a pu rencontrer 17 otages détenus par le groupe djihadiste JNIM. Il nous a accordé une interview extrait en début d'édition. Jour J pour Macky Sall, l'ancien président sénégalais qui vise le poste de secrétaire général de l'ONU, défend ce mercredi sa candidature dans un grand oral de 3 heures, alors que dans son pays, son bilan présidentiel divise. Vous le verrez dans la correspondance à Dakar. Enfin, on vous emmènera en Sierra Leone à la rencontre des conductrices de kéké, aussi appelées tuk-tuk dans certains pays. Ces petites voiturettes rapides et bon marché se sont imposées comme une alternative au transport public. Reportage en fin de journal. Faut-il négocier avec les groupes djihadistes? C'est une question taboue et un serpent de mer dans plusieurs pays du Sahel, notamment pour les différents pouvoirs maliens qui se sont succédés depuis une quinzaine d'années et la multiplication des attaques terroristes sur l'étendue du territoire. Un opposant en exil, Oumar Mariko, s'est rendu clandestinement au Mali où il a pu rencontrer 17 otages détenus par le groupe djihadiste JNIM. Il était notre invité. On regarde un extrait. C'est un risque. Ce risque, je l'ai pris parce que, encore une fois, je dis, pour mon pays, pour mon peuple, rien, aucun sacrifice comme le avec l'autre n'est de trop. C'est un sacrifice que je fais. Et je dois aussi aujourd'hui, en tout cas, remercier sincèrement les gens du JNIM de m'avoir accepté, d'avoir permis que je rencontre les 17 prisonniers de guerre, d'avoir accepté qu'on les filme. C'est eux qui ont accepté que je les filme à ma demande et à la demande et avec l'accord de ceux qui ont été retenus. Je pense que le chemin de la paix passe par le dialogue. Et nous devons aller dans ce sens. Monsieur Mariko, laissez-moi quand même, Monsieur Mariko, laissez-moi rappeler que le JNIM est le principal groupe djihadiste au Sahel central, Mali, Niger, Burkina Faso, depuis sa création en mars 2017 jusqu'à la fin 2025. Les attaques du JNIM ont quand même fait un total de 39 850 morts au Mali, Burkina Faso, au Niger, au Bénin et au Togo, selon une estimation de Crisis Group, réalisée à partir des données de l'organisation ACLED. Est-ce que négocier avec un mouvement qui utilise la violence contre les civils, qui met en place un blocus sur le carburant, est-ce que c'est entendable pour le peuple malien dont certains sont victimes de ces groupes? Oui, évidemment. L'État malien lui-même prend contact avec le JNIM en le cachant. Les hommes politiques prennent contact avec le JNIM en le cachant. Les érudits musulmans prennent contact avec le JNIM en le cachant. Moi, je dis que les problèmes, les questions du pays doivent être les linges sales d'un pays doivent se laver devant le peuple. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que, au lieu de jouer à la démagogie, à l'hypocrisie, prenons le taureau par les cornes, débattons. Nous avons dit à la communauté internationale de sortir de notre jeu. Dès lors que la communauté internationale sort de notre jeu, nous n'avons plus à sortir une seule cartouche pour nous entretuer. Tous ceux qui sont en train de mourir par les armes du génie ou par les armes de l'armée régulière ou par les armes d'autres supplétifs, ce sont des Maliens. Ce sont des Maliens. Est-ce que nous pouvons mesurer que la paix est quelque chose qu'on ne peut pas forcément gagner par la guerre? Deuxième jour de la visite du pape Léon XIV en Guinée équatoriale, dans la ville de Mongomo, fief du clan présidentiel. Il a tenu une messe devant près de 100 000 fidèles en présence du président Teodoro Obiang Nguema qui dirige le pays depuis 1979. Le souverain pontife a dénoncé les inégalités et les conditions de détention. On l'écoute. Le thème de ma visite est le Christ, lumière de la Guinée équatoriale, vers un avenir d'espérance. Et c'est peut-être cela qui fait défaut aujourd'hui. Nous avons soif d'avenir, mais d'un avenir empreint d'espérance. Capable de faire naître une justice nouvelle, capable de porter des fruits de paix et de fraternité. Autre titre de ce journal, l'ancien président sénégalais Macky Sall auditionné à l'ONU ce mercredi pour sa candidature au poste de secrétaire général. Sa candidature portée par le Burundi n'a pas été soutenue ni par le Sénégal ni par l'Union africaine. À Dakar, les réactions sont également très mitigées. La correspondance d'Eli Mandao.
L'absence de soutien officiel du Sénégal, mais aussi de l'Union africaine à la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies ne décourage pas ses partisans, les partisans de l'ancien président sénégalais qui se mobilisent ces dernières semaines pour soutenir cette candidature. Ils pensent que l'ancien président sénégalais est le meilleur profil pour remplacer Antonio Guterres à la tête des Nations Unies. Le monde aujourd'hui a besoin de quelque chose de rare dont Macky Sall a des talents naturels. Ça s'appelle le multilatéralisme. Le Sénégal a toujours parlé à tout le monde. Mais regardez, rien que le bilan de Macky Sall à la tête de l'Union africaine mais plaide en sa faveur. Par le dialogue, par le multilatéralisme, il a réussi à faire intégrer l'Union africaine, le G20. Et nous espérons que la raison va revenir et que son pays va le soutenir. Parmi les opposants à cette candidature, les familles des dizaines de victimes des troubles politiques au Sénégal entre 2021 et 2024, des familles qui accusent l'ancien président sénégalais Macky Sall d'être responsable de ces dizaines de morts, des familles soutenues par Amnesty International dans leur quête de justice. L'Afrique ne peut pas offrir au monde, n'est-ce pas, une contre-valeur. Un leader qui, évidemment, aura commis, quand il était au pouvoir, de graves violations des droits humains. Ce serait un mauvais signal, très mauvais signal envoyé par le Conseil de sécurité, envoyé par les 100 membres des Nations Unies à tous les chefs d'État qui sont en ce moment en exercice. Le futur secrétaire général des Nations Unies sera connu avant le 31 décembre. L'ancien président sénégalais Macky Sall fera face à 3 autres concurrents, tous issus de l'Amérique du Sud et du Centre. Alors que les tensions au Moyen-Orient perturbent l'approvisionnement mondial en pétrole, le Rwanda, qui importe chaque goutte de carburant qu'il consomme, encaisse de plein fouet cette perturbation. En mars 2026, l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse annuelle de 14,6% pour le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les autres combustibles. La correspondance d'Aurore Bayou à Kigali. À Kigali, le prix de l'essence atteint désormais 2 938 francs rwandais le litre, soit une hausse de 48% en 6 semaines. Un choc pour une économie dont le carburant irrigue tout. La flambée se diffuse rapidement des tickets de bus aux étals alimentaires. Comme souvent après ce type d'annonce, les autorités appellent à limiter les déplacements non essentiels et à privilégier les transports en commun. Mais dans les rues de Kigali comme dans le reste du pays, la mobilité n'a rien d'un luxe. J'essaie de m'adapter, j'ai fait mon business. Et je ne sais pas ne pas aller au travail, je ne sais pas ne pas aller chercher mes enfants à l'école. Écoutez, on subit, on n'a pas le choix, on subit. Mais si ça continue comme ça, on sera obligé de compresser un petit peu son budget. On a été obligé de revoir nos tarifs. Comme notre agence de branding est basée à Nairobi, on expédie énormément de produits vers Kigali. Avec l'envolée des prix à la pompe, c'est devenu impossible de maintenir nos anciens prix. De son côté, le prix du diesel a été maintenu grâce à une intervention gouvernementale délibérée. Mais au-delà de l'urgence, le pays prépare l'après-pétrole et accélère sa quête de souveraineté énergétique, électrification massive des usages, valorisation de ses ressources, gaz et hydroélectricité et ambition assumée d'intégrer le nucléaire civil à son mix. Contacté, le gouvernement n'a pas souhaité commenter. Les 150 derniers policiers kenyans, membres de la mission de suppression des gangs en Haïti, sont rentrés chez eux. Déployés depuis juin 2024, ils devaient aider à remettre de l'ordre dans le pays des Caraïbes en proie à une terrible guerre des gangs. Si les autorités kenyanes se félicitent de ce bilan, le bilan de cette mission est en réalité plus mitigé. À Nairobi, Bastien Renouille. Au total, ce sont donc 980 policiers kenyans qui ont été déployés sur le sol haïtien pour essayer d'améliorer la situation sécuritaire. Et selon le secrétaire d'État à l'Intérieur qui était présent à l'aéroport pour les accueillir, ils ont parfaitement rempli leur mission. Ils ont, dit-il, effectué une mission dans un cadre difficile, extrêmement dangereux. Et malgré cela, ils ont réussi à respecter les plus hauts standards de professionnalisme. Ils ont porté bien haut les couleurs du drapeau kényan. Les policiers kenyans sont extrêmement fiers de montrer ces vidéos
vidéos durant lesquelles des Haïtiens tentaient de les empêcher de quitter le pays. Ils affirmaient que s'ils quittaient le territoire, les gangs reprendraient le contrôle de certains quartiers. Selon les autorités kenyanes, c'est donc mission accomplie. Mais en réalité, sur place, la situation est un petit peu différente. Les gangs sont toujours présents. Chaque jour, il y a toujours des violences, souvent des morts, des blessés, des enlèvements. Durant leur mission, au moins 3 policiers kenyans ont été tués. Les autorités communiquent assez peu à ce sujet. Et régulièrement, leurs homologues haïtiens sont toujours pris pour cible par les gangs. Et puis enfin, il y a la face un peu plus sombre de cette mission. Selon une lettre des Nations Unies qui a été révélée par un journal haïtien, des policiers kenyans auraient commis des abus sexuels sur des femmes haïtiennes, notamment sur plusieurs mineurs, ce que le gouvernement kényan a nié. Il affirme avoir conduit une enquête et que les policiers ont eu une conduite absolument irréprochable durant leur mission. Alors on va maintenant parler des tuk-tuk, ces fameuses voiturettes compactes, également appelées kékés dans certains pays d'Afrique, comme en Sierra Leone. Rapides et bon marché, elles se sont imposées comme une alternative au transport public. Traditionnellement réservé aux hommes, le secteur a connu une féminisation croissante ces dernières années. Regardez ces images commentées par Olivier Fessol. Au guidon de son tuk-tuk, Alimatou Camara se faufile dans les rues encombrées de Freetown. Rapide et bon marché, ce moyen de transport appelé kéké en Sierra Leone s'est imposé comme une alternative au transport public. Dans un pays où le chômage des jeunes atteint plus de 60%, la conductrice a décidé de devenir sa propre patronne. Exercer un métier longtemps réservé aux hommes ne l'effraie pas. Ce qui m'a poussée à me lancer dans la conduite d'un kéké, c'est que j'ai obtenu mon diplôme universitaire mais que je n'arrivais pas à trouver de travail. Rester les bras croisés, ce n'est pas mon genre. J'ai essayé plusieurs fois de trouver un emploi mais je n'ai rien trouvé. Comme il n'est pas facile de trouver du travail, j'ai décidé de m'activer et de trouver un emploi. C'est pourquoi j'ai choisi de me lancer dans le métier de conductrice de kéké. Comme la jeune conductrice, un nombre croissant de femmes exercent cette profession. Une tendance de fond qui permet d'acquérir leur indépendance économique. Tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi, et parfois même mieux. C'est pourquoi j'ai commencé à former des femmes à la conduite du kéké. Jusqu'à présent, j'ai formé entre 10 et 20 conductrices, car je crois fermement à l'autonomisation des femmes. Récemment, j'ai également milité pour qu'elles aient accès à des prêts pour l'achat d'un kéké, afin qu'elles puissent créer leur propre entreprise. Les femmes restent largement sous-représentées dans l'économie en Sierra Leone. Selon le ministère du Travail, elles représentent moins de 30% du marché de l'emploi officiel. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.